Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Hier, une session assez particulière et le mot est faible. Maintenant, attention, cette information qu'on a retenue hier, à mon sens très intéressante, que je vais vous repartager ici sous forme de débrief. On a passé toute l'après-midi ensemble dans la live room hier, donc tous ceux qui étaient présents, ce sera qu'une redite de ce qui a été dit hier. En tout cas, bon, on va essayer de le synthétiser, mais surtout de le partager pour tous ceux qui n'étaient pas là, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc hier, vous l'avez vu sur les indices, c'est une séance avec une mèche basse, donc quand on a ces trucs-là, attention, encore une fois, une mèche basse n'est pas un signal d'achat, tout comme une mèche haute n'en est pas une. Ce sont vraiment des patterns qui doivent être confirmés par les jours suivants, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la probabilité de voir un rebond se mettre en place, ou bien est-ce que tout simplement c'est de l'enfume et on vient juste ranger à court terme avant de continuer à l'attaque sous ces différents niveaux. On va passer direct au contexte. Ok, donc là je vais aller très très vite, on va sortir l'intégralité du contexte pour aller très vite. Les éléments marquants à mon sens sont donc Fear and Greed hier qui parvient à clôturer à 51. Le petit sauvetage, la mèche basse, c'est de dire on a clairement réussi à partir en dessous de la zone des 50, donc passer en zone de peur, et puis oh mon dieu, dès qu'on a peur, il faut absolument s'en sortir, les investisseurs ne doivent pas avoir peur. Bon voilà, je pense encore une fois qu'on va passer sous les 50, qu'on le veuille ou non. Maintenant, pour l'instant, le timing semble être non approprié, donc attention à ne pas non plus être trop agressif, rappel, biais d'anticipation, biais d'impatience, etc. Ok? Donc on fait attention, dans ce genre de cas, les mèches basses, ça envoie surtout un message au niveau de timing. Donc attention, on va parler de tout ça aujourd'hui. D'un point de vue session, là-haut, on voit bien que ça reste quand même des gaps baissiers, donc même si la séance revient au niveau d'ouverture, c'est pas bandant, on reste sur les gaps, alors sauf le Nasdaq, mais alors lui, stratosphère, on va en parler vite fait. Le reste du monde, pas bandant du tout hier, moins 4, moins 5 sur certains indices, violent de chez violent. Le VIX, qui est dans une pattern très inquiétante à mon sens, on voit bien que le bottom a été fait par un gap, d'accord? Donc c'était l'expiration du mois précédent, donc le mois suivant, boum, rouvre avec un gap haussier et on tient ce gap, malgré le fait qu'on ait fait donc une hausse et une clôture au niveau d'ouverture, on garde le gap ouvert, ça c'est très important. On a fait la même chose sur cette nouvelle échéance, d'accord, qui a commencé donc la semaine dernière, mercredi dernier. Voilà, là, je veux pas vous faire peur non plus, mais cette ouverture en gap, tant qu'on reste avec ce flux légèrement haussier, c'est une pattern de hausse de la volatilité assez dangereuse. Donc, attention, je vois bien des mecs qui vendent la volate là aujourd'hui, enfin surtout hier, ils jouent un jeu dangereux, ils ont plutôt intérêt à ce que ça leur pète pas dans les dents, parce que sinon, comme on l'a dit, c'est direct la zone 50-60, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on fait gaffe au VIX. La partie obligataire, toujours pareil à mon sens, la grosse dichotomie entre le 30 ans et le reste de la courbe de taux, donc une courbe de taux très pentifiée, toujours à mon avis ces spéculations autour de la Fed, Powell qui va parler toute la semaine devant le Congrès, puis voilà, enfin bref, il fait la tournée générale. Donc on va voir un peu de quoi il va nous parler. Est-ce qu'il va nous parler un peu plus de ce yield curve control et des différents outils de la Fed qu'on pourrait utiliser, puisque il est un peu à bout de souffle avec l'utilisation du QE. La seule chose que ça produit, c'est des inégalités sociales assez flagrantes, et comme on va passer qu'en démocrate très probablement aux élections, voilà, forcément que cette petite musique de unlimited QE, ça va pas marcher avec les démocrates. Les démocrates, au bout d'un moment, vont dire c'est bon, ça suffit. On n'a pas le droit de contrôler la Fed, mais par contre, on peut contrôler le budget. Voilà. Donc il faut faire attention de dire au bout d'un moment on peut tout simplement couper une partie du contrôle de la Fed, ou tout simplement, à mon avis, ce qui serait plus légitime, c'est lui rajouter un mandat. C'est de dire hors du mandat de stabilité des prix, au bout d'un moment on va lui rajouter un mandat de maintien des inégalités sociales, qui va tout simplement dire à partir d'un certain niveau tu peux plus imprimer du pognon parce que tu enfreins ton mandat de réduction des inégalités. Ils sont tout à fait capables de faire ça, et de dire en gros vous pouvez continuer d'imprimer tant que vous voulez, mais par contre quand il y a trop d'inégalités, stop, parce que vous avez un autre mandat qui est de maintenir l'égalité des salaires, enfin une égalité des salaires, une certaine amplitude. Voilà. Donc on va faire attention à ça, mais en soi, moi je pense que c'est sur ce terrain-là que va attaquer le camp démocrate par rapport à la Fed. Bref, ça c'est une parenthèse, on en reparlera. On passe direct au graphique. Ok. Alors, le S&P 500 en daily, on va regarder SPX, voilà, donc la mèche basse en soi, aïe aïe aïe, mais encore une fois, une mèche basse, certes sur un niveau de support potentiel, elle a du sens, elle est signalée, donc on fait attention. Par contre, ce genre de pattern là, sur un canal de tendance, ça veut dire overload sur un canal de tendance. Bon, à mon sens, ça me paraît compliqué pour jouer des achats, c'est-à-dire que la survente, ce serait bien. L'overload, pour moi, c'est plutôt un signal de tendance qui s'inverse,
Et justement, donc ici, j'ai plutôt l'impression qu'on se dirige à terme vers des signaux vendeurs. Tout comme en fait la dernière fois qu'on avait overload, un peu comme ça, vous voyez ce qui s'était passé. On avait passé derrière quelques jours à plat avant de continuer à travers le niveau. Donc j'ai vraiment l'impression que ce qu'on vit ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être quelques jours de range avant de repartir dans le sens toujours baissier qui me semble être le sens à privilégier sur les indices. Rappel quand même, encore une fois, je vous fais des émissions hebdomadaires et de temps en temps des mises à jour comme ça en sein de la semaine quand il y a des trucs significatifs qui se passent, soit en validation, soit en invalidation des plans hebdo. Mais voilà, pour moi, il me semble qu'on est clairement dans la validation de ce qui avait été dit dans les plans hebdomadaires, à savoir, on avait bien noté que sur les UT inférieures, ici, cette zone-là, en 4 heures, était un cluster assez puissant sur lequel être vendeur me semblait être complètement stupide, dans le sens où on avait même parlé de ce cluster, de dire dès qu'on débordera les contextes, qu'on sera à au moins 23% de Fibo et qu'on aura le soutien de la moyenne mobile, on risque de trouver des petits acheteurs. Voilà, donc pas de dire le marché va se renverser à l'achat, en tout cas ça me paraît toujours peu probable, mais voilà, essayez de dire on regardera ce qui se passe. Ici, même chose, pattern d'overload, pour moi ces patterns sont des confirmations de mouvements tendanciels à venir. Donc ça ne veut pas dire dans l'immédiat, mais ça veut surtout dire les probabilités de reverse sur ces niveaux-là sont quand même relativement faibles. Ça c'est rarement une pattern de reverse, hein. C'est une pattern qui signale normalement des ranges sur les UT inférieurs. Donc j'ai très sincèrement le sentiment qu'on est un peu surchargé à court terme sur le flux vendeur. Dès lundi matin, on a essayé de bourrer comme des glands sur des supports, ça marche pas. Donc, range, c'est ce qui me semble être la stratégie la plus probable. Et c'est exactement ce qu'on avait mis en exergue dans l'émission de la semaine dernière, de ce week-end, et j'ai bien l'impression que c'est sur ce pied-là qu'on commence à danser dès le début de la semaine. Travailler ce support, et peut-être même qu'on y passera toute la semaine, et peut-être même plus s'il le faut. Ok, c'est bien important que vous compreniez ça. Ok, pour moi, le problème est toujours le même. Sur ce support, je m'attends à des niveaux de retracement très faibles, voire même inexistants ou carrément des pièges. C'est-à-dire qu'ici, si jamais on venait vraiment juste à piéger les acheteurs, c'est là où on aurait de la volatilité. On l'a vu, on a des patterns sur le VIX qui peuvent être très très épidermiques. On a une structure de marché très concentrée avec très peu de valeurs qui pèsent très lourd dans les indices et qui ne veulent rien lâcher. En témoignent évidemment hier les 3% d'Apple, alors qu'Apple est une valeur qui est dans la merde, hein, graphiquement parlant, c'est pas beau Apple. Donc on va faire très attention à ces grosses valeurs qui peuvent faire des rebonds assez puissants, mais qui évidemment, le jour où elle va se prendre la tatane, Apple, elle va perdre moins 15, hein, et ça va faire mal. En tout cas, on ne sait pas, mais il y a des risques que cette valeur perde beaucoup. Donc on fait attention. Hier, pour moi, le problème s'est positionné sur le Nasdaq et on l'a tradé en direct avec tout le monde. On a passé l'après-midi hier dans la live room, donc je vous fais une petite répète rapidos de ce qu'on a vu. Hier, on avait clairement noté de toute façon que le marché était en phase d'hésitation et en phase d'accumulation. On a des ranges matures sur les UT inférieurs qui ont échoué à retracer au contexte, d'accord, et qui ont retracé moins de 61%. Des mouvements baissiers précédents. Ça, c'est ce qu'on appelle des patterns d'accumulation. Normalement, une pattern d'accumulation ne peut se produire qu'après 2 sommets descendants, 2 sommets majeurs descendants. Donc là, on est dans un cas où on enfreint cette règle, mais on a le droit de le faire parce qu'on est dans un des seuls cas particuliers où on revient d'une bulle. C'est-à-dire qu'une bulle peut réellement s'inverser de haussier à baissier et on peut très bien avoir des accumulations à la suite de renversement. Autrement dit, il n'y a pas besoin de ce deuxième sommet descendant ici. Maintenant, c'est pas non plus sans conséquence. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque supplémentaire à prendre. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours en train de faire mumuse, on fait joujou dans le canal de tendance avec des ranges toujours matures, et on voit qu'on n'arrive toujours pas à accélérer, puisque pour breaker maintenant, il faut réussir à passer à travers contexte et canal de tendance. Quand hier matin, on a commencé avec ces structures de breakout, clairement, pour moi, le plan de toute la journée, c'était on y va. Cassure de cycle, on est proche d'eux, on a les ranges matures, on a tout ce qu'il faut, c'est parti, on prend le fusil et on tire sur tout ce qui bouge. Donc hier, ça a été recherche de toutes les stratégies vendeuses possibles tout au long de la journée. Sauf que ça s'est pas passé et au bout d'un moment, il y a même eu un signal particulier que j'ai appris aux autres, évidemment. C'est vraiment une pattern expérimentée qui m'a montré que non, ça passait pas sur le court terme et qu'il allait falloir ranger sur les UT supérieures. Donc je vais essayer de vous décrypter un petit peu tout ça sans rentrer dans trop de détails pour vous bourrer trop les neurones. Mais voilà, hier on travaillait en 1 minute, 3 minutes, donc plutôt court terme, pour chercher tous les ranges matures sur lesquels on pourrait trouver des structures vendeuses. Ok ? Donc le plan hier, c'était d'attendre d'avoir des ranges matures à court terme pour commencer à dérouiller. Le premier moment où on obtient un range mature, c'est ici. Et c'est ces signaux-là qui étaient très intéressants à la vente. Évidemment, je ne me suis pas raté là-dessus, je les ai bien pris. Donc le principe était d'avoir un range mature. Ok, donc le range mature, c'est tac, tac, tac. Ok, ici, ça passe pas. Et ici, on vend. Alors que je vous dise pas de conneries. Non, moi c'était le matin, donc moi j'ai dû vendre ici. Ou c'était entre midi et 2, c'était avant l'ouverture. Donc moi je crois que j'ai vendu ici, pris des profits, je sais plus trop à quel moment.
Je me souviens qu'on a peut-être revendu là. Ça, c'était quoi? Non, ça, c'était l'ouverture. Putain, je sais plus. Je suis pas sûr d'avoir vendu celui-là. En fait, je sais pas si c'est ça ou ça que j'ai vendu. Je sais plus. Après, du coup, ici, il y a eu un achat et j'ai eu vendu ici. Ouais, si c'est ça que je me souviens. Bref, en tout cas, je voulais des ranges matures. Donc moi, je voulais vendre des quatrièmes bornes. Donc il y en avait une ici de quatrième borne. Ici, c'était la sixième. Là, on a la première troisième borne de range qui se met en place. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, Phil, qu'est-ce que tu racontes? Elle est là, la troisième borne. Non, non, elle n'est pas là. Ok, là, c'est bien le cas de figure dans lequel on fera une émission là-dessus, hein, sur la troisième borne retardée. Il faut bien comprendre que ici, vous venez chercher le contexte, vous échouez à faire un nouveau plus bas, et après vous cassez le contexte. C'est typiquement dans ces cas de figure-là où en fait votre contexte ici, il aurait dû se retourner ici, mais il l'a pas fait pour des raisons de sécurité. Voilà. Donc là, entre guillemets, c'est les sécurités que je mets dans Framework qui ont empêché et qui ont causé le retard à la détection de la pattern. Mais la troisième borne, elle est bien ici. Hein. Voilà. Donc une première troisième borne, la quatrième, je me souviens quand même l'avoir vendue, il me semble bien. Donc ici, la cinquième, là, la sixième, septième, huitième, et là, on a refait un nouveau plus bas. Donc ici, on redémarre à 0. Ok, ça fait... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais les noter avec ça. Voilà, oula. Du calme. Ok. Donc là, hop, on fait un nouveau plus bas. Donc on repart sur le décompte. Première borne, deuxième borne. Donc il y a une troisième ici. Ok, hop, troisième borne. Elle réagit très très vite et elle se fait invalider. Donc une troisième borne traversée, non validée et traversée, ça arrive. Et ça fait un nouveau plus bas. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Hop, on réintègre. Ah, ça repart à l'achat. Donc ici, c'est le moment où, bam, je suis passé à l'achat en me disant, ils vont essayer de nous tirer la borne haute de notre range qui ressemble maintenant à ça. C'est-à-dire, putain, je vais y arriver. Voilà, un biseau d'élargissement. Bon, enfin là, voilà, on verra après. Bref, ça fait ça, ok, donc ici, ça repaye bien, et après, je vous dis, ah putain, je vois deux troisièmes bornes de range alignées, j'espère qu'ils vont pas nous en aligner une troisième ici. On était en direct, la vente que j'ai prise là, quand on arrive ici, j'hésite, je me dis, ah, je fais quoi? Je prends 50%, je devrais peut-être le faire, ou j'essaye de viser la troisième borne de range un peu plus bas pour avoir trois bornes de range alignées à plat. Ce qui aurait été très vendeur, ça, pour le coup. Et évidemment, ça rate pas, un petit épée, et boum, ça bourre en ligne droite, impossibilité derrière de ressortir, obligé de déclencher la sortie de la position en gain quand même, mais il m'avait brouté les trois quarts de mes gains en quelques minutes, en bourrant comme des connards à l'achat. Donc, trois bornes de range alignées à l'achat, c'est-à-dire avec une trendline haussière, ça collait pas avec la structure, c'est là où j'ai compris qu'il fallait se barrer. Alors, j'ai pas eu les couilles d'acheter quand même, mais le délire, c'était là, on va sortir du range. Quand cette pattern se produit, l'alignement de 3 bornes de range, c'est généralement, attention, mais c'est pas bon signe, dans le sens où ça veut généralement dire qu'il y a des ranges qui se mettent en place sur des UT bien supérieurs, et qu'on va probablement former des bornes. Okay, c'est exactement la même pattern qu'on a eu sur le DAX. Je vous en ai parlé l'autre jour, des 3 bornes de range alignées. Par contre, c'était sur des timeframes beaucoup plus larges. Le DAX était en horaire, disant qu'on avait probablement trouvé les sommets daily et qu'on allait ranger sur ces timeframes. Bah là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est une pattern d'alignement de troisième borne de range. Et ça, typiquement, généralement, ça veut dire qu'on va faire des ranges sur les UT supérieurs. Mais pas juste le 3 minutes, généralement 2 crans au-dessus. Donc là, c'est exactement ce qui se passe, à mon sens, qu'on a aujourd'hui sur le Nasdaq, c'est des ranges à venir sur les UT 15 minutes. En tout cas, tant qu'on ne repassera pas durablement sous cette trendline, vous savez que c'est le scénario à privilégier. Et ça n'a pas raté, puisque le premier truc qu'on a fait hier en fin de journée, c'est retourner les contextes 15 minutes. Ok ? Donc maintenant qu'on a retourné les contextes 15 minutes, alors qu'on a eu un beau mouvement vendeur, hein, si ça c'est pas des contextes vendeurs, je sais pas ce que c'est, ok, donc j'ai bien l'impression que ce qu'on fait ici c'est des ranges 15 minutes. Donc je vais attendre sagement le positionnement d'une troisième borne. Comme on l'a dit, dès qu'on va revenir normalement sous cette trendline, ça va payer. Donc ici on a un contexte acheteur, une borne de volatilité qui se referme et notre trendline qui supporte les acheteurs. Clairement, ici, il y a un timing acheteur, mais par contre, je vous recommande d'éviter les achats sur le Nasdaq. À mon avis, il vaut mieux utiliser ce timing pour faire du stock picking, soit à l'intérieur du Nasdaq, essayer de trouver des valeurs qui peuvent proposer des opportunités plus intéressantes ici, ou alors chercher des secteurs plus défensifs en dehors du secteur technologique. Mais à mon avis, ici, il vaut mieux éviter d'acheter le Nasdaq. Hein. Pour moi, la stratégie de la semaine, c'est pas d'acheter du Nasdaq, mais bien de le laisser ranger, faire une troisième borne de range, j'ai regardé. Soit derrière, il marque la troisième borne et on la dérouille, j'hésiterai pas à la trader en cassure, mais j'hésiterai pas une seconde. Hein. Option numéro 2, il la valide et il va la confirmer. Derrière, il me fait une quatrième borne et j'irai rechercher sur tous les niveaux FIBO du T supérieur
23, 38, etc. Et dès que j'aurai une quatrième borne de range proche d'un Fibo, je ferai des trades en pullback. Mais en 15 minutes cette fois. Donc toutes les probabilités ici, pour ceux qui veulent vendre les indices, c'est dans tous les cas d'être patient. Puisqu'à ce stade-là, soit on va former une troisième borne et la casser, et ce sera un trade en breakout, ou clairement on va tenter un rebond sur cette zone de trendline, et ça va échouer et on en sortira par le bas. On aura un beau breakout baissier horaire à suivre derrière. Soit tout simplement on range en 15 minutes, et dans ce cas-là, on va sagement attendre un range mature, proche de niveau Fibo du T supérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends vous foutez en horaire, et vous mettez vos putains de Fibo, ok? Donc, pour faire un suivi de tendance, c'est minimum 23%. OK? Donc, vous vous foutez là et vous vous dites, c'est où le prochain cluster qui m'intéresse sur le papa? Ah ben voilà, comme par hasard, j'ai déjà marqué mon niveau. Mais bon. Donc, le Fibo 23 est là. Si jamais on fait un range mature par là, eh ben, j'hésiterai pas à cartouche. Pardon. Et si jamais c'est pas là, ce sera au-dessus. D'accord? Vers le Fibo 38. Donc, pour moi, les deux clusters, c'est 11 080 ici. OK? Et 11 330 sur le Nasdaq, les deux zones autour desquelles il faut rechercher des quatrièmes bornes de range 15 minutes. Pour l'instant, on attend. Ça va aller chercher soit l'une, soit l'autre. Dans les deux cas, on reste sous la résistance majeure, donc ça reste bear. Mais à mon sens, il faut juste être patient. OK ? Donc, pour l'instant, pour moi, pas d'alerte. Tant qu'on se maintient sous les Fibo 50, sous les 11 500, ça reste vendeur. Et pour l'instant, on essaie juste de gagner du temps. Je ne connais juste pas du tout la structure de ces prix, donc j'attends simplement qu'ils me le disent. Je reste évidemment sur les ventes précédentes en cours, aucun problème. Je ne vois absolument aucune raison de déclencher des prises de profit sur ces bottoms. Par contre, renforcer sur des supports qui ne veulent pas céder, ça, c'est complètement con. Ok ? Donc, ça ne veut pas passer, donc apprenez à être patient. Sur ce, je pense qu'on a assez d'informations pour passer à une conclusion. Apprenez à être patient. Alors ça, en plus, on a fait l'émission sur le biais d'impatience. Là, si vous êtes en train de vous dire « Putain, ça doit céder, ça doit céder », pourquoi? Parce que vous êtes probablement à la vente et que vous imaginez que le marché va devoir aller vite parce que vous avez envie qu'il aille vite. Enfin, non. Là, le marché, hier, il envoie un message. Mèche basse sur des supports daily. Faut vous calmer. Hein, on est sur des Fibo 23. Certes, normalement, ces Fibo ne réagissent que dans des structures de tendance haussière. Et si moi, je ne me suis pas trompé, on est dans des ranges. Donc, ces supports ne devraient pas réagir. Maintenant, pas réagir ne veut pas dire qu'ils vont pas temporiser les mouvements baissiers, c'est-à-dire créer des ranges sur les UT inférieures, laisser du temps au temps. Et à mon sens, c'est ça l'approche qu'il faut avoir aujourd'hui. Si vous voulez rester vendeur, c'est pas maintenant qu'il faut être agressif. C'est de dire, là, soit il faut un catalyseur qui déclenche un mouvement plus épidermique. Autrement dit, on va essayer de constituer un support et bam, on dérouille tout à travers. Et là, on n'hésite pas à y aller, en tapant surtout sur le Nasdaq, puisque c'est celui qui a essayé de s'en sortir le mieux jusqu'à maintenant. S'il y a vraiment un élément exogène qui accélère les mouvements vendeurs, c'est sur le Nasdaq que ça va brouter. Mais par contre, il va falloir faire attention. En attendant, pour l'instant, je pense que la stratégie la plus saine à adopter, c'est d'éviter les composants du Nasdaq qui sont les plus à risque, mais plutôt essayer de trouver des pickings qui peuvent proposer des ratios risque-rendement pas tout à fait inintéressants tant qu'on travaille ce support. Ok ? Donc petits achats en picking, en sachant que la durée de vie des trades n'excédera pas quelques jours. Donc c'est vraiment, j'achète, je revends le merdier dans quelques jours, mais j'essaie de faire des petits gains sans trop de risques. C'est ça la stratégie qui me semble être adoptée. En attendant, sinon, vous savez pas faire de picking où vous n'avez pas envie, putain, prenez votre mal en patience. À ce stade-là, il n'y a pas d'urgence à taper sur les boutons dès aujourd'hui, dès maintenant, dès tout de suite. Donc, patience, cool, on respire, on attend quelques jours. Range 15 minutes, ça peut prendre 24, 48 heures ou un peu plus. Si jamais les range 15 minutes ne venaient à pas réagir et qu'on atteigne les contextes horaires, peut-être qu'on aura des ranges horaires et dans ce cas, ça prendra 2 semaines avant de repartir. Donc encore une fois, faites attention. Pour moi, le timing, c'est l'élection américaine, mais entre aujourd'hui et l'élection américaine, il reste énormément de temps. Donc attention à pas concentrer tout dans l'immédiat en disant « il faut que ça aille vite parce que j'ai envie que ça aille vite ». On veut tous que ça aille plus vite. Encore une fois, ce sont des biais irrationnels. Le timing, c'est pas vous. Et c'est pas parce que vous avez envie que ça se passe vite que ça doit se passer vite. Donc, pensez bien à tout ça. Profitez-en donc pour travailler vos biais d'impatience. Le message d'hier, c'est range 15 minutes jusqu'à nouvel ordre. Et au moins en attendant d'avoir de nouvelles informations. Et peut-être même que ce ne sera pas des range 15 minutes, mais peut-être plus. Et peut-être même qu'on va se faire invalider les ventes. Mais par contre, passer à l'achat sur un support comme ça, juste en mode allez, trend follow parce qu'on y croit, ça me paraît difficile. Pour moi, les signaux d'achat sont clairement très très faibles. Et j'ai même plutôt, comme je vous dis, des overload daily qui m'invitent à penser qu'au contraire, là, c'est plutôt des poursuites vendeuses qui sont à venir. Mais il faudra être un peu patient. Voilà, donc là, ceux qui sont cons et qui vendent les supports, on va les dérouiller. Hein. Voilà. Et plus il y a de glands qui vont vendre le support, plus on va rebondir. Donc,
Faites attention, pour l'instant, on reste patient. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il faut aborder ces marchés. Sur ce, bonne journée et à bientôt.